En 3 ans, j'ai réussi à construire un capital de 100 000 € en bourse et au sein de cette vidéo, je vais te révéler les 7 étapes incontournables à retenir de mon aventure boursière. Comment est-ce que j'ai fait pour construire ce capital de 100 000 €? Eh bien, je vais t'expliquer. Le 6 mars 2023, j'ai réussi à atteindre mon premier objectif qui était d'investir 100 000 € en bourse. Puis en 2024, j'ai réussi, grâce à mes investissements en bourse et grâce à mes autres placements, à atteindre 200 000 € de patrimoine au total en 3 ans. Et donc, sur cette vidéo, je vais t'expliquer donc les 7 étapes clés uniquement sur la bourse, quelles ont été mes stratégies que j'ai mis en place pour passer de 0 à 100 000 en moins de 3 ans et je vais te révéler donc ces 7 étapes clés. Première étape, c'est de définir un objectif et une stratégie. Il faut le savoir que la psychologie et la détermination sont des qualités indispensables qui te fera tenir sur le long terme. Et donc si tu n'es pas en adéquation avec tes objectifs long terme, tu ne parviendras pas à tenir. Donc les questions à te poser, c'est: pourquoi est-ce que tu as investi en bourse et quelles sont tes stratégies boursières pour atteindre tes objectifs? Et pour satisfaire cela, je t'ai donc aidé à travers un petit schéma avec 4 étapes. C'est-à-dire, il faut bien connaître tes objectifs financiers, ton horizon de temps, ton aversion au risque et aussi ta gestion AP, donc si tu préfères gérer activement ou passivement tes placements. Une fois que tu sais ça, quel temps souhaites-tu y consacrer? J'ai fait, tu vois, ce schéma-là. L'objectif financier pour moi, c'est de construire ma liberté financière et d'avoir des revenus passifs. Bien sûr, tu peux combiner plusieurs objectifs. Deuxièmement, c'est l'horizon de temps. Quel horizon de temps, sur combien de temps est-ce que tu veux placer ton argent? Donc moi, c'est sur du très long terme. Ton aversion au risque, est-ce que tu es prêt à prendre des risques mesurés, inconsidérés ou plutôt très très faibles? Ça, c'est à toi de voir. Ensuite, la gestion. Est-ce que tu veux, comme je te dis tout à l'heure, est-ce que tu veux que ça soit de manière active ou passive ou semi-active? Donc moi, c'est ce que je fais plutôt avec les actions et les ETF, c'est plutôt sur de la gestion semi-active. Si le format de la vidéo te plaît, investisseur, petit aparté, n'hésite pas à laisser ton petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne. Deuxième étape de mon aventure boursière, j'ai choisi des entreprises de qualité. Alors au début, pas vraiment, j'ai un peu choisi mes actions uniquement pour le rendement des dividendes qu'elles pouvaient proposer, mais là du coup, j'ai changé ma stratégie et mon fusil d'épaule, même si je garde toujours ma stratégie à dividendes. Avoir les bons outils et les bonnes techniques d'analyse, c'est garantir sa survie en bourse. C'est pour ça que avant d'acheter une action, il faut absolument que tu fasses une analyse qu'on appelle fondamentale. C'est-à-dire que moi, j'ai développé des outils avec mon écosystème, avec Sequoia. D'ailleurs, si tu es intéressé par cet écosystème et nous rejoindre, tu as un lien pour réserver un appel de découverte qui est 100% gratuit avec moi ou un membre de mon équipe. Donc, n'hésite pas à le prendre. Le lien, c'est le premier lien dans la description. Donc, en fait, moi, j'analyse, tu vois, avec plusieurs piliers. Tu as la profitabilité pour les marges. Donc là, on va analyser les marges de l'entreprise, l'endettement, la croissance, la rentabilité et les dividendes. Et tout ça, tu vois, j'ai créé un outil avec les Sequoiens, avec mes élèves, où vraiment, on va chercher à analyser une entreprise et la noter sur 20 pour ensuite l'intégrer dans notre portefeuille avec nos propres recherches pour choisir uniquement des entreprises de qualité qui soient capables de nous apporter à la fois de la performance sur long terme, mais aussi des revenus passifs croissants. Et donc, pourquoi est-ce qu'on choisit des actions de qualité? Les actions de qualité, comme je t'ai dit, il faut que ça respecte la profitabilité, l'endettement, etc. Je pense que tu as compris là où je voulais en venir. Et maintenant, la qualité. Il faut savoir que cette notion de qualité et de critères que j'ai sélectionnés permettent de battre les autres actions. Et tu peux le voir très clairement sur ce premier schéma. Quand tu compares le MSCI World Quality et le MSCI World Basic, tu vois qu'il y a un réel gap, une réelle différence. Et donc ça, c'est quand on applique justement à cet indice-là un filtre de qualité, c'est-à-dire sur les profits de l'entreprise, sur la croissance de l'entreprise, sur l'endettement, sur la rentabilité. Et donc tout ça, tu vois, apporte plus de performance. De même que le schéma juste en bas, avec la source que j'ai mis de MSCI, alors il faut savoir que les deux d'accord proviennent du MSCI, et bien là on peut voir que même sur les autres marchés, c'est-à-dire tu as le USA Growth, d'accord, donc c'est aux États-Unis avec les entreprises de croissance, dès lors qu'on rajoute plus de filtres de qualité, on a forcément plus de performance. Parvenir à sélectionner des actions de qualité, comme je t'ai dit, c'est battre le marché et on tente de faire de même avec l'écosystème Sequoia. Donc si tu es intéressé pour découvrir cet écosystème et notre programme,
n'hésite pas à prendre rendez-vous, d'accord? Le lien est juste en bas dans la description. Et également, tu vois, il y a des entreprises qu'on repère avec l'écosystème Sequoia. Et donc, c'est ce que je te mets juste ici, tu vois, avec ASML. ASML, tu vois, c'est une entreprise néerlandaise et elle s'occupe de fabriquer, tu vois, des systèmes de lithographie pour la photogravure pour l'industrie des semi-conducteurs. Et donc, par rapport à tout ça, on va analyser l'entreprise d'un point de vue quantitatif, mais aussi d'un point de vue qualitative, même si les chiffres nous permettent de conclure que l'entreprise est une entreprise qualitative. Ce qu'on peut regarder, c'est que moi, tu vois, j'applique encore des filtres. Donc là, bien sûr, il n'y en a que 4, mais avec l'écosystème, avec les outils qu'on utilise avec les séquoiens, il y en a plus de 26. Donc forcément, ça fait du tri. En fait, si tu veux, l'objectif pour nous, c'est vraiment d'éliminer 90% des actions merdiques grâce à un outil d'analyse. Et donc là, tu vois, avec la croissance du chiffre d'affaires qui est à 20%, au-dessus de 20% sur 5 ans, la marge nette de 28,44, la ROCE sur 5 ans de 30%, et dette EBITDA, l'endettement, tu vois, très faible de moins 0,32, on peut avoir des courbes, tu vois, exponentielles de cette manière avec l'entreprise ASML par exemple. D'accord, ceci n'est pas un conseil en investissement. Pense à faire tes propres recherches. Et bien sûr, surtout, c'est d'avoir les bons outils d'analyse. Donc moi, j'utilise principalement, là je te partage entièrement gratuitement, je t'apporte de la valeur là-dessus, c'est FinChat. Moi, FinChat, j'adore utiliser cet outil-là. Il permet vraiment d'analyser des entreprises de qualité. Par exemple, avec Microsoft, ici, tu peux analyser cette entreprise de manière bien complète. C'est-à-dire que tu vois, tu as les marges, tu as le return, ici c'est les retours sur les capitaux employés, alors plutôt sur la rentabilité de l'entreprise. Tu vois qu'avec tu as la ROCE, etc. Tu peux voir la courbe, tu peux même comparer, tu vois, Microsoft avec, si je mets, tu vois, le VOO, c'est l'indice Vanguard sur le S&P 500, et tu peux comparer, tu vois, la performance de Microsoft avec le S&P 500. Donc voilà, tu vois un petit peu le momentum de l'entreprise. Tu peux voir son dividende, son yield, et ce qui est bien en fin de compte, c'est que tu peux, tu vois, cliquer sur en gros des métriques et tu peux les afficher sur un même tableau. Par exemple, là tu vois, je prends le total revenu. Si je vais dans ratio, si je vais dans marge, je peux ajouter, tu vois, le free cash flow margin sur directement le tableau pour voir l'ensemble des fondamentaux de l'entreprise. Voilà, ici c'est le chiffre d'affaires et juste ici tu as le free cash flow. Tu peux en ajouter bien d'autres, par exemple le capital efficiency, ou tu peux prendre le ROCE, tu vois, le return on capital employed, ou le retour sur les capitaux employés. Tu peux également, tu vas voir la courbe ici, tu peux filtrer, voir ce que tu ne veux pas voir, etc. etc. Bref, cet outil FinChat est entièrement gratuit. Bien sûr, moi j'ai incorporé une formule payante pour voir sur plus d'années d'antécédents. Tu vois, là je suis depuis 2014, mais toi tu verras sur les 5 dernières années. Mais tu peux réutiliser, voilà, les mêmes choses que je fais juste ici. C'est vraiment un outil qui est extra si tu veux parfaire ton analyse d'action. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu utilises. Quel outil est-ce que tu utilises toi pour analyser tes actions? Troisième point, j'ai discipliné mon épargne. Et oui, malgré les doutes et les peurs, il faudra maintenir une cadence d'investissement. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai maintenu ma cadence d'investissement même s'il y avait des actions qui ont chuté dans mon portefeuille. Il faut savoir bien tenir, il faut savoir quand il y a les soldes, c'est souvent ça. Investir sur des actions de qualité, même si le marché baisse, il faut croire sur ces investissements et il faut maintenir une capacité d'épargne. Et sur cette capacité d'épargne, moi, je me suis fixé au début 10%. Alors, c'est ce qu'on met en moyenne, c'est 10% du salaire. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est dans un premier temps, faites 5%. Tu vois, pour commencer, pour se lancer progressivement, parce que j'ai fait, tu vois, au début. Tu vois, en mai, quand j'ai commencé, j'avais mis là je mets 300, et ensuite en juin, j'avais fait 500, juillet 750, et en août, tu vois, j'ai progressivement augmenté pour investir jusqu'à 1000 € par mois. Ça, c'est mon épargne, mais tu peux très bien commencer avec plus petit. Il y a des applications qui te permettent d'investir à partir de 10 €, à partir de 20 €, 50 €. Bref, la bourse n'a jamais été aussi accessible que maintenant. Donc débuter avec des petites sommes pour discipliner une petite épargne, c'est tout à fait possible. Mais revenons sur l'épargne. Il faut premièrement que tu apprennes à budgétiser ton épargne pour pouvoir te payer en premier. Qu'est-ce que ça veut dire te payer en premier? Ici, tu as plusieurs jauges. Tu as ta jauge de revenus quand tu vas recevoir ton salaire et tu as ta jauge dépenses. Cette jauge dépenses-là, elle va permettre ensuite, quand tu vas combiner les deux, tu vas pouvoir avoir ta jauge d'épargne. Et en fait, se payer en premier, c'est quand tu vas recevoir ton revenu, c'est d'immédiatement faire un virement vers ton enveloppe d'investissement avant même de dépenser. Mais bien entendu,
ça demande de bien connaître son épargne et ses dépenses. Ça, c'est à toi de bien voir ce qui sort et ce qui rentre pour optimiser justement tes coûts, optimiser tes charges fixes. Et justement, c'est ce qu'on met par là avec la méthode du 50-30-20. Il faut savoir que optimiser ces 50% d'essentiel, d'accord, ça va faire vraiment 90% du boulot. Il faut vraiment que tu optimises tout ça sur tes transports. Comment est-ce que tu peux moins payer la santé, le foyer, manger? Comment tu peux optimiser vraiment ces charges-là? De même, tu vois que tu as 30% sur le désir, les restaurants, les vacances et le shopping. Et ensuite, tu as 20% tu vois, sur l'investissement. C'est la méthode 50-30-20. L'investissement, tu vois, ça doit correspondre à 20% de l'épargne et de l'investissement. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose à optimiser, tout ça, mais bien sûr, c'est très personnel, c'est très personnalisé. C'est à toi ensuite de voir en fonction de tes conditions de vie, en fonction de ton salaire. Cherche à optimiser sans cesse ça pour pouvoir vraiment créer une sécurité financière sur long terme avec l'investissement. Et donc, j'ai également réalloué mon épargne de précaution en surplus parce qu'avant, alors là c'est vraiment typique moi, si tu veux, j'avais blindé mon livret A. Au début, j'étais à 22 950 €. En gros, c'est vraiment le plafond. Et en fait, je me suis rendu compte, alors avant, le rendement du livret A, tu vois, il était à 1%, tu vois, mais je ne savais pas que l'inflation était supérieure au livret A. Et là, en fait, tu perds de l'argent avec le livret A concrètement. Alors, tu perds pas de l'argent, mais ton pouvoir d'achat diminue parce que le montant de l'inflation, le pourcentage d'inflation est supérieur au rendement du livret A. Net d'inflation, ton livret A est perdant. Donc c'est pour ça, dès lors que j'ai appris ça, j'ai sorti une partie de mon livret A pour l'investir en bourse. Et donc j'ai pris, tu vois, la moitié. J'ai toujours, par contre, attention, je n'ai jamais dit de retirer tout son argent du livret A. Le livret A, pour moi, c'est une épargne de précaution. S'il y a un problème, un imprévu de la vie, tu as de quoi prendre sur ton livret A pour te sauver des imprévus de la vie. Et donc ça, c'est très important. L'enveloppe investissement en bourse ne doit jamais servir à des imprévus. Le but en bourse, c'est d'atteindre un objectif très long terme. C'est-à-dire que sur 20 ans, tu ne devras jamais toucher à tes investissements. Si tu investis sur 20 ans, je ne connais pas tes objectifs, d'accord, ce n'est pas un conseil personnalisé, mais il faut bien comprendre ça. Quatrième chose que j'ai mis en place pour m'enrichir de 0 à 100 000 € en bourse, c'est la méthode DCA qui est le Dollar Cost Average, qui permet en fin de compte, c'est que tu vas lisser ton prix d'entrée sur un actif, par exemple sur un ETF ou sur une action, où tu vas investir à des périodes régulières. Chaque mois, par exemple, tu vas investir 100 €. 100 €, 100 €, 100 €. Ici, moi, ce que j'ai fait, en fait, c'est que là, je te montre en gros mon évolution, d'accord, d'un point de vue apprentissage aussi. C'est-à-dire que je n'ai pas investi la même somme tout le temps. Tu vois, au début, j'ai commencé avec 100 €, ensuite 300 €. Mais l'objectif, en fait, c'est de fixer la même somme tout le temps, d'accord, pour lisser, en gros, ton prix d'entrée sur l'actif. Parce que imaginons que tu investisses au plus haut, d'accord, sur un actif financier. Imaginons que tu investisses, je ne sais pas moi, sur Amazon, d'accord, une action, c'est au plus haut. Et je sais pas, du jour au lendemain, il y a un crack. C'est-à-dire l'action elle corrige de 20%. Qu'est-ce que tu fais? Si tu n'es pas formé psychologiquement, d'ailleurs c'est je forme d'ailleurs psychologiquement mes élèves à investir en bourse pour limiter vraiment ces erreurs de jugement. Parce que pour moi la psychologie c'est 90% des gains en bourse. Eh bien il faut vraiment, tu vois, lisser ton prix d'entrée. Je me suis un peu perdu là, excuse-moi. Mais s'il y a un crack, tu vois, eh bien, moins 20%, ça peut faire très mal. Alors que si tu avais, tu vois, au plus haut, 100 €, en plus bas, tu vois, du coup, quand ça corrige, tu mets 100 €, ensuite tu remets 100 €, tu remets 100 €, ben en fait, ton prix moyen va moyenner. En gros, si tu veux, ton achat va être moyenné sur la durée plutôt que de te faire peur tout de suite avec une grosse perte. Alors, tu peux programmer ça que j'aime bien, moi, avec Trade Republic. D'ailleurs, Trade Republic, en fait, c'est une application où tu peux créer des plans d'investissement programmés, mais sans même y penser. C'est-à-dire que ton argent va être investi automatiquement sur les placements que tu souhaites par rapport à tes objectifs, sans y penser. Donc clairement, ça te prend 0 minute pour investir. Mais réellement. D'ailleurs, je ferai une vidéo très prochainement sur Trade Republic. Mais si tu es intéressé pour t'inscrire sur cette plateforme-là, tu as un lien de parrainage dans la description de cette vidéo. Pourquoi est-ce que le DCA c'est mieux? Comme je te l'ai dit, parce que sur 6 mois de DCA, tu vois, lorsqu'il y avait le marché qui avait totalement chuté, tu vois, de septembre 2008 lorsqu'il y a eu la bulle, enfin plutôt la crise des subprimes, eh bien, en fin de compte, si tu avais DCA, tu vois, tu aurais perdu beaucoup moins d'argent. Tu vois, DCA, tu aurais gagné 40 000 $, alors que par rapport à un lump sum, ça veut tout simplement dire investir une grosse somme d'un coup. Enfin, tu investis une somme tout de suite, alors que DCA, tu investis petit à petit. Et donc, ce qu'on peut constater à travers ce graphique, c'est que
DCA, c'est plus efficace en période de crack parce que tu auras moins de pertes. Forcément, tu pourras lisser à la baisse et donc avoir un prix plus bas sur ton actif. Mais attention, il faut bien sélectionner tes actifs. Et le lump sum, il est plus efficace en période de reprise de marché. Là, normal, tu me diras, sauf que de nombreux investisseurs le disent, notamment Warren Buffett, Peter Lynch, on ne peut pas prédire la direction du marché. Si on ne peut pas prédire la direction du marché, eh bien moi, je préfère investir petit à petit. 5e point, les intérêts composés. Et ça, c'est avec les dividendes que je perçois des entreprises, je les réinvestis au sein de mon CTO. Et Einstein, c'est la formule d'Einstein. Il surnommait les intérêts composés comme la 8e merveille du monde. Et je vais t'expliquer pourquoi sur ce site internet. Mais en fin de compte, imaginons durée d'épargne, tu mets sur 30 ans avec un montant initial, bah tiens vas-y on va mettre 12 000 tu vois, par rapport à moi ce que j'ai mis avant, avec 10,43%. Alors là tu vas me dire 10,43%, Sony, ça correspond à quoi? 10,43% de rendement, c'est la moyenne sur 100 ans du S&P 500, c'est-à-dire du marché américain. Et donc ici on va mettre une contribution mensuelle de moi, ce que j'ai mis, tu vois, je sais que je mettais 500 €. D'accord, le taux d'imposition, si tu as un capitalisant, c'est 0. D'accord, on reste sur du capitalisant. Voici la somme, ce que tu as peut donner, tu vois, avec les intérêts composés sur 30 ans. Tu vois qu'au début, c'est assez faible les gains, mais tout s'accélère, tu vois, à partir de la 19-20e, tu vois. Et là, ensuite, arrivé à la 30e année, on est vraiment exponentiel sur les gains, c'est énorme. Et tu vois, là, on est à 1,4 million d'euros. Mais si on passe maintenant sur une durée d'épargne, tu vois, si on rajoute juste 5 ans, tu vois, 5 années de plus en fonction des intérêts composés, eh bien, on double quasiment. Le double, ça aurait été 2,8 millions. Mais tu vois qu'on a vraiment accéléré encore plus sur 5 ans. C'est pour ça que le temps est un processus hyper important à respecter sur les intérêts composés. Et c'est quelque chose à ne pas négliger. Donc, si tu veux apprendre à utiliser les intérêts composés, tu n'hésites pas à cliquer sur le lien, le premier lien en bleu pour réserver un appel avec mon équipe pour que tu apprennes à construire ton système. Également, alors, pourquoi est-ce que les dividendes, c'est un processus qui est important? Eh bien, réinvestir ces dividendes, ça fait totalement la différence. 75% des rendements du S&P 500 proviennent du dividende. Ici, tu vois, de 1980 à 2019, tu as la courbe en verte, c'est avec les dividendes réinvestis sur le S&P 500, et la courbe en bleu, c'est le S&P 500 sans les dividendes réinvestis. Et donc là, tu peux voir très clairement que l'indice du S&P 500 a augmenté de 17,9 fois sa valeur sans les dividendes, et avec les dividendes réinvestis, là on voit ça a augmenté de 52,9 fois pour atteindre 5,2 millions de dollars. Donc oui, réinvestir ces dividendes, c'est extrêmement important, et avec les ETF et avec les actions tu peux le faire. Et d'ailleurs c'est comme ça aussi que j'ai procédé, tu vois, avec mon portefeuille. Depuis 3 ans, je réinvestis tous mes dividendes sans exception, ce qui m'a permis de créer des intérêts composés. Les intérêts perçus, tu vois, ont alimenté de nouveaux intérêts au sein de mon portefeuille, ce qui a créé de nouveaux intérêts qui produisent de nouveaux intérêts, etc., etc. La boule de neige continue de grandir même à l'heure actuelle, c'est-à-dire que même mes dividendes à l'heure actuelle, je continue de les réinvestir dans mon portefeuille, et c'est comme ça que ça me permet de gagner de plus en plus d'argent. Et cerise en plus sur le gâteau, si tu n'as pas vu d'ailleurs la dernière vidéo que j'ai sortie sur les dividendes, Evolution AB, il faut savoir que c'est une action qui te permet, si tu avais acheté 7 ans auparavant cette action, qui t'aurait rapporté 42,35% par an sur le dividende. Parce qu'en fait, si tu veux, certaines entreprises augmentent leurs dividendes chaque année. Donc par rapport à ton prix d'achat, et si le montant du dividende augmente, ton rendement à l'instant T va augmenter. C'est comme si que ton loyer de ton bien immobilier, tu pouvais l'augmenter de 20% par an. Je pense que le locataire serait parti bien avant, mais ici avec les actions à dividendes, tu peux très clairement. D'ailleurs, cette formule, je l'ai expliqué dans la dernière vidéo, donc tu n'hésites pas aussi à aller voir, à t'abonner à ma chaîne YouTube. Tu verras que j'explique justement tout ça, qu'est-ce que le yield on cost, et tu vas pouvoir mieux développer cette stratégie qui est de choisir des actions à dividendes croissants pour permettre justement ce double gain qui te permettent à la fois de gagner sur le rendement, sur le dividende et également sur la plus-value. 6e point, le rebalancing de portefeuille. Ici, le rebalancing de portefeuille, ça veut tout simplement dire, ou le rééquilibrage, c'est une gestion qui va permettre de réaligner en fin de compte la composition de ton portefeuille
vers d'autres allocations d'actifs. Autrement dit, tu vas empocher des gains, tu vas réinvestir ces gains et tu vas rééquilibrer ton portefeuille au fur et à mesure des années qui s'écoulent. Et ça, c'est très important de ne pas rester fixe sur ces investissements. Je vais t'expliquer un peu plus en détail comment ça se passe. Moi, par exemple, tu vois, j'ai vendu certaines positions qui étaient surévaluées dans mon portefeuille. J'ai empoché des gains pour les réinvestir vers d'autres actions. Si tu as des actions, alors souvent, d'accord, faut pas faire tout le temps ça parce que je m'en mords encore les doigts parce que souvent il y a certaines entreprises que j'ai vendues trop tôt qui ont encore été multipliées là par 2. Donc c'est pour ça que je m'en mords un peu les doigts. Moi je vends mes actifs quand c'est surévalué. C'est-à-dire quand le prix, tu vois, est démesuré par rapport à la valeur intrinsèque de l'entreprise. Si la vision de l'entreprise ne correspondait plus à mes attentes. Et également, il faut savoir que j'ai vidé mon portefeuille. C'est-à-dire qu'au début, quand j'ai commencé, j'ai investi sur plus de 50 entreprises. Donc tu vois, c'est une erreur aussi. Il ne faut pas investir souvent quand on débute. Il faut généralement avoir entre 10 et 20. 20, ça commence à être un peu trop. Moi, je me limite à 10 actions en général quand je commence. Comme ça, voilà, ça me permet de suivre un petit peu l'actualité, de suivre un petit peu la tendance et vraiment de me limiter à des actions de qualité. Ce que j'ai fait, tu vois, c'est que j'ai vendu certaines actions comme GPC, donc c'est Genuine Parts Company, ExxonMobil et Royal Bank of Canada. Je les ai vendus et tu vois que j'ai fait plusieurs plus-values. C'est-à-dire que j'ai vendu des actions, ce qui m'a permis de gagner. Alors là, tu vois, c'est quelques résultats. Hein. Si j'ai pas remonté 3 ans en arrière parce que j'ai pas réussi à retrouver certaines données. Mais tu vois très clairement que j'ai gagné 135 euros, 544, 458, 144 euros de plus-value, 289, 273. Et ces gains en plus de mes dividendes, d'accord, ce ne sont pas des dividendes. Je les ai réinvestis donc vers d'autres actions comme Apple, Novo Nordisk ou Microsoft, ce qui m'a permis de faire grandir encore mon portefeuille et de réinvestir sur des actions de qualité. Et de même, j'ai créé donc des rotations entre des actifs à risque vers des actifs beaucoup plus sécurisés, comme par exemple la crypto-monnaie, où j'avais réalisé par exemple des plus-values sur le Bitcoin ou sur Solana, et de même que faire du stacking sur du stablecoin avec des rendements qui sont plus ou moins intéressants. Attention, d'accord, les risques sont quand même plus hauts avec de la crypto-monnaie. Faire du stacking, par exemple, ça me rapportait entre 9 et 10% par an. Eh bien, ces gains-là en stablecoin, je les réinvestissais ensuite sur mon portefeuille. Et tout ça, vraiment, c'est de l'apprentissage. En fait, il faut vraiment construire un écosystème autour de son patrimoine pour pouvoir l'accélérer sur le long terme. Et justement, si tu veux apprendre à créer ton écosystème pour bâtir des revenus passifs et ta liberté financière sur le long terme, tu peux réserver un appel qui est juste en dessous de cette vidéo, d'accord ? Et tu t'entretiendras avec moi ou avec un membre de mon équipe pour découvrir ce programme et découvrir cet écosystème. Et donc cela m'a amené à me diversifier et à servir d'autres actifs financiers pour faire grandir mon patrimoine. Comme tu peux le voir, tu vois, sur du crowdfunding, sur de la crypto-monnaie, sur de la bourse, sur ma liquidité, sur les livrets et autres. Bref, tout ça m'a permis, tu vois, de faire gonfler mon patrimoine et de réinvestir, tu vois, mon capital sur plusieurs actifs. Certains auront tendance à dire « Oui, mais quand on débute, c'est beaucoup mieux de se concentrer sur un seul actif. » Tout dépend de ce que tu souhaites apprendre. C'est vrai, quand on débute, c'est peut-être mieux de commencer juste sur des ETF et ensuite de comprendre ce qu'il y a à l'intérieur des ETF, des actions. Et oui, parce que si ton ETF baisse et que tu ne comprends pas pourquoi, eh bien comprendre ce qui se passe derrière, ça peut te permettre de tenir plus sur le long terme. Pareil sur la crypto-monnaie, si tu veux apprendre, tu vas booster un petit peu ton patrimoine avec un faible petit capital, eh bien c'est possible également de le faire. Bref, voilà, il y a vraiment un écosystème à construire. 7e et dernier point, patience et zéro émotion. Ce qu'il faut comprendre avec la bourse, c'est que la volatilité, c'est-à-dire le mouvement des prix par rapport à une moyenne, d'accord ? Ça fait partie du processus de la bourse, c'est tout à fait normal et il faut le comprendre et le savoir pour tenir ses investissements sur le long terme. Plus tu tiens tes investissements longtemps, plus les probabilités de perte se réduisent. Et donc par rapport à ça, moi, mon choix a été fait quand j'ai vu cette source de BlackRock et de Morningstar. Ce sont les données du S&P 500 de 1929 à 2019 et tu vois que très clairement, la petite barre en blanche, c'est le pourcentage de risque de perdre ton argent et la barre en verte, c'est le pourcentage de chance de gagner de l'argent. Et tu vois très clairement qu'il y a une réelle différence plus tu gardes tes investissements sur le long terme. Et oui, tu vois que sur 15 ans, sur le S&P 500, tu auras eu 99 chances, d'accord, 99% de chances de gagner
de l'argent et que 0,2% de chance de perdre. Et sur 20 ans, les chances sont quasiment nulles, voire à 0,0001% de chance de perdre de l'argent sur le long terme avec ce style d'investissement. Bien entendu, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Investisseur, fais bien attention à toi, à te former intelligemment. Investisseur, je t'ai présenté mon aventure boursière de 0 à 100 000 euros en bourse maintenant. Si tu es intéressé pour créer ton écosystème financier et développer des revenus passifs et en plus de ça de créer ta liberté financière sur le long terme, tu sais où te rendre. C'est le premier lien dans la description pour réserver un appel avec moi ou un membre de mon équipe. Je t'attends très vite. De l'autre côté, investisseur, pense à laisser un pouce bleu et à t'abonner à la chaîne de Sequoia si cette vidéo t'est intéressée. N'hésite pas, il y aura plein de contenus de valeur également par là, donc pense à t'abonner, surtout à laisser un petit commentaire pour savoir toi quelles sont tes stratégies que tu souhaites mettre en place et n'hésite pas à me dire aussi quel type de vidéo est-ce que tu souhaites avoir sur les prochaines vidéos, quelle thématique est-ce que tu veux qu'on traite ensemble. Investisseur, je te souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée selon l'heure à laquelle tu m'écoutes. C'était Sony, que la croissance et le rendement soient avec toi.